et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une histoire d'un soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire, où je vais continuer de vous lire Peter Pan. Donc on va commencer et terminer aujourd'hui le chapitre 3. Donc sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer vos yeux si vous le souhaitez, et de commencer cette lecture. Chapitre 3. Partons, partons. Après le départ des parents Darling, les veilleuses continuèrent à brûler d'une flamme claire. C'étaient de charmantes petites veilleuses en vérité. Dommage pour elles qu'elles ne soient restées éveillées pour voir Peter. Mais celle de Wendy commença à battre des paupières et bâilla si fort que les deux autres bâillèrent aussi. Puis, avant même d'avoir refermé la bouche, toutes trois s'éteignirent. Alors, 1000 fois plus vive que les veilleuses, une autre lumière brilla dans la chambre, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle avait exploré tous les tiroirs, fouillé l'armoire et retourné toutes les poches. En réalité, ce n'était pas une lumière, mais quelque chose qui zébrait l'obscurité de traînées lumineuses et rapides. Et lorsque cela s'arrêta un instant, il apparut que c'était une fée, pas plus grande que la main, car elle n'avait pas terminé sa croissance. Cette fille fée, nommée Clochette la rémateuse, était vêtue d'une feuille taillée très court, ce qui avantageait sa gracieuse silhouette, légèrement encline à l'embonpoint. Puis, après l'apparition de la fée, la fenêtre s'ouvrit toute grande, poussée par le souffle des étoiles, et Peter fit son entrée. Comme il avait porté Clochette une partie du chemin, sa main était toute barbouillée de pollen de fée. « Clo » appela-t-il doucement, après s'être assuré que les enfants dormaient. « Clochette, où es-tu » Pour le moment, elle se trouvait à l'intérieur d'un broc de toilette et s'y plaisait énormément. Elle n'en avait jamais visité auparavant. « Dépêche-toi de sortir de là et dis-moi si tu sais où ils ont mis mon ombre. » Un tintement argentin des plus jolis, lui répondit. C'était la langue des fées. Vous autres enfants ordinaires ne pouvez l'entendre, mais si cela vous arrivait jamais, il vous souviendrait alors que vous l'avez déjà entendu. Claude dit que l'ombre se trouvait dans la grande boîte. Elle désignait par là la commode. Peter bondit vers le tiroir, en vidant à deux mains le contenu sur le plancher, comme un roi jette dessous à la foule. Il retrouva bientôt son ombre, et en fut si content qu'il referma le tiroir en oubliant Clochette dedans. Dans sa pensée, si tant est qu'il pensa, ce dont je doute, lui et son ombre auraient dû aussitôt se ressouder, comme deux gouttes d'eau s'unissent l'une à l'autre. Or, à sa grande frayeur, l'ombre ne voulut pas reprendre sa place. Il essaya de la recoller avec du savon, enfin, frissonnant de tout son corps. Il s'assit par terre et fondit en larmes. Ses sanglots réveillèrent Wendy, qui s'assit dans son lit. La vue d'un inconnu pleurant sur le plancher, loin de lui causer la moindre frayeur, l'intéressa vivement. « Petit garçon, demanda-t-elle poliment, pourquoi pleures-tu » Peter avait pris les belles manières en assistant aux cérémonies des fées.
Il savait se montrer extrêmement courtois. Il se leva donc et fit une superbe révérence. Flatté, Wendy lui rendit ce beau salut de son lit. « Comment t'appelles-tu » demanda Peter. « Wendy Moira Angela Darling, répondit-elle avec une satisfaction évidente. Et toi ? Peter Pan. Elle le savait déjà, bien sûr, mais ce nom sonnait si court en comparaison du sien. C'est tout, dit-elle. C'est tout, répondit-il sèchement. Pour la première fois, il trouvait son nom un tantinet sommaire. Désolé, dit Wendy Moira Angela. C'est sans importance, répondit Peter, la gorge contractée. Elle demanda alors où il habitait. La deuxième à droite, et puis 3 devant jusqu'au matin. Quelle drôle d'adresse! Peter eut un serrement de cœur. Qu'avait-elle de drôle, son adresse? Non, ce n'est pas drôle, répliqua-t-il. Wendy se souvint de ses devoirs de maîtresse de maison et dit doucement: Je voulais dire, est-ce cela qu'on écrit sur le courrier? Elle l'ennuyait avec ses questions. Je ne reçois jamais de courrier, dit-il, méprisant. Pas toi, mais ta maman. Je n'ai pas de maman. Non seulement il n'avait pas de maman, mais il n'éprouvait aucun désir d'en avoir une. À son avis, on surestimait l'importance de ces créatures. Mais Wendy crut se trouver en présence d'un drame. « Oh, Peter, dit-elle, je comprends pourquoi tu pleurais. » Et elle sauta du lit pour venir près de lui. « Je ne pleurais pas à cause des mères, fit-il indigné. Je pleurais à cause de mon ombre, qui ne veut pas tenir. Et puis d'abord, je ne pleurais pas. Elle s'est détachée. Oui. Oui. » Wendy vit alors l'ombre grisant sur le parquet, comme une pauvre loque. Et elle se sentit pleine de compassion pour Peter. C'est affreux, dit-elle. Toutefois, elle ne put s'empêcher de sourire en voyant qu'il avait essayé de la recoller avec du savon. Tous les mêmes, ces garçons. Elle sut immédiatement comment réparer les dégâts. Il faut la recoudre, dit-elle, avec un brin de condescendance. Recoudre, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu es d'une ignorance crasse. Pas du tout. Cette découverte la fit jubiler. Je vais te la recoudre, mon petit bonhomme, dit-elle, bien qu'il fût aussi grand qu'elle. Elle sortit sa trousse de couture et entreprit de raccommoder l'ombre aux pieds de Peter. Cela va te faire un peu mal, le prévint-elle. Je ne pleurerai pas, répondit Peter, convaincu qu'il n'avait jamais pleuré de sa vie. Il serra les dents et ne pleura pas. Bientôt l'ombre tenait correctement, mais elle était un peu fripée. J'aurais dû la repasser, dit Wendy pensivement. Mais comme tous les garçons, Peter n'attacha aucun prix aux apparences, et il se mit à danser de joie. Comme je suis malin, claironnait-il, convaincu d'avoir lui-même réparé les dommages. Bien qu'à contre-cœur, nous devons le reconnaître, la vanité de Peter était l'une de ses plus attachantes qualités. Pour mettre brutalement les points sur les i, il n'y eut jamais de garçon plus crâneur. Sur le coup, Wendy se sentit vexée. « Tu n'es pas prétentieux, fit-elle, sarcastique. Bien entendu, moi je n'ai rien fait. »« Tu m'as un peu aidé, » concéda négligemment Peter, tout en continuant à danser. « Un peu, répéta-t-elle avec dépit. Si je ne sers à rien, je peux aussi bien me retirer. » Elle retourna dignement se coucher et se cacha le visage sous les couvertures. Peter feignit alors de s'en aller pour la provoquer, mais la manœuvre échoua. Il vint donc s'asseoir au pied du lit et lui tapota gentiment
n'existait jamais. Wendy, une fille est plus utile que 20 garçons. Wendy se sentit femme des pieds à la tête, bien que cela ne fît pas tellement de centimètres, et jeta un coup d'œil par-dessus les draps. Tu le penses sincèrement, Peter? Absolument. C'est gentil de ta part, déclara-t-elle. Dans ce cas, je me relève. Et elle s'assit sur le lit, à côté du garçon. Elle offrit aussi à lui de lui donner un baiser s'il voulait. Et Peter, ignorant ce qu'était un baiser, tendit aussitôt la main. Wendy le regarda atterrée. Tu sais ce que c'est qu'un baiser tout de même? Je le saurai quand tu me l'auras donné, répliqua Peter d'un ton cassant. Pour ne pas le froisser davantage, Wendy lui fit présent d'un dé à coudre. À moi maintenant, dit Peter. Veux-tu un baiser? Volontiers, fit-elle, l'air un peu guindé. Puis, sans plus de manière, elle tendit la joue. Peter lui mit dans la main un gland qui servait de bouton à son habit. Wendy ramena lentement son visage à sa position initiale et déclara qu'elle porterait désormais ce baiser suspendu à la chaîne de son cou. Heureuse idée qui devait par la suite lui sauver la vie. Lorsque des gens de notre monde ont achevé de faire les présentations, il est d'usage qu'ils s'interrogent l'un l'autre sur leur âge. Soucieuse de respecter les règles, Wendy voulut savoir l'âge de Peter. Mais la question était vraiment mal choisie, en l'occurrence. Supposez qu'un jour d'examen, vous souhaitiez être interrogé sur les rois d'Angleterre, et qu'on vous pose une question, une colle en grammaire, vous comprendrez l'embarras de Peter. Je ne sais pas, répondit-il mal à l'aise. Je sais seulement que je suis très jeune. En fait, il était très mal informé sur le sujet et n'avait que de vagues soupçons. Je me suis enfuie le jour de ma naissance, dit-il tout à trac, surprise mais vivement intéressée. Wendy lui fit signe de se rapprocher en tapotant sa chemise de nuit, avec une grâce d'habitué de salon. J'ai entendu mes parents parler de ce qui m'attendait quand je serais un homme, expliqua Peter à voix basse. On le sentait déjà très agité maintenant. Je ne veux jamais devenir un homme, s'écria-t-il avec véhémence. Je veux toujours rester petit garçon et m'amuser. C'est pour cela que je me suis sauvé au parc de Kensington et j'y ai vécu longtemps parmi les fées. Wendy le regarda avec une immense admiration. Il crut que c'était à cause de sa fugue, mais en réalité, Wendy l'admirait, de connaître des fées. Pour quelqu'un qui a toujours vécu au sein de sa famille, connaître des fées peut sembler fascinant. Elle fit 1000 questions à leur sujet, à la grande surprise de Peter qui les tenait plutôt pour des personnes assommantes. Elle se mêle tout le temps de mes affaires, dit-il, et je suis souvent obligé de leur flanquer une raclée. Mais en général, il les aimait bien, et il racontait à Wendy d'où elle tirait leur origine. Quand le premier de tous les bébés se mit à rire pour la première fois, son rire se brisa en 1000 morceaux, qui sautillèrent de tous côtés et devinrent des fées. Peter ne trouva pas cela très intéressant, mais pour Wendy, si casanière, c'était passionnant à écouter. Et depuis, poursuivit Peter accommodant chaque petit garçon ou petite fille devrait avoir sa fée. De vrai, ce n'est donc pas toujours ainsi. Non, vois-tu, les enfants sont tellement savants de nos jours qu'ils ne croient plus aux fées. Toutes les fois qu'un enfant déclare « Je ne crois pas aux fées », alors l'une d'entre elles tombe raide morte. Assez causé sur ce sujet, pensa-t-il, mais au fait, et Clochette, ce n'est pas normal qu'elle se tînt si tranquille. Je ne peux pas croire qu'elle soit partie, dit-il en se levant. Clochette, où es-tu? Le cœur de Wendy palpita d'émotion. Peter, s'écria-t-elle,
Je crois que je l'entends aussi. Comme le bruit venait de la commode, Peter éclata de rire. Pour la gaieté, Peter était insurpassable et son rire, le plus frais des gazouillis, un gazouillis de bébé. Wendy bouffa-t-il, je crois que je l'ai enfermé dans le tiroir. Il libéra aussitôt la pauvre Clochette, qui voleta dans la chambre en clapissant de fureur. Tu ne devrais pas dire des choses pareilles, lui répondit Peter. Bien sûr que je regrette. Comment pourrais-je savoir que tu étais dans le tiroir? Wendy n'avait Dieu que pour la fée. Peter, si seulement elle pouvait se tenir tranquille, pour que je puisse la regarder, demanda-t-elle. Elles tiennent difficilement en place, dit le garçon. Pourtant, la romantique petite personne se posa un instant au sommet du coucou, et Wendy put l'examiner. Comme elle est mignonne, s'exclama-t-elle, bien que le visage de la fée grimaçât de fureur. Clo, dit aimablement Peter, cette dame dit qu'elle aimerait t'avoir pour fée. Clochette répondit avec insolence. Que dit-elle, Peter? Elle n'est pas très polie. Elle dit que tu es une grande vilaine fille et qu'elle est ma fée, traduit-il. Voyons, Clo, tu sais bien que tu ne peux pas être ma fée. Je suis un monsieur et tu es une madame. Espèce d'imbécile, lança Clochette, qui disparut dans la salle de bain. C'est une fée très ordinaire, dit Peter en guise d'excuse. On l'appelle Clochette la rétameuse, parce qu'elle répare les casseroles et les bouilloires. Toutes deux s'étaient installées dans le fauteuil, et Wendy asseyait à nouveau Peter de questions. Si tu n'habites plus dans le parc de Kensington. Tous deux s'étaient installés dans le fauteuil, et Wendy assaillait à nouveau Peter de questions. Si tu n'habites plus dans le parc de Kensington, cela m'arrive encore quelquefois. Mais où vis-tu la plupart du temps? Avec les garçons perdus. Qui sont-ils? Des enfants qui sont tombés de leur landau pendant que leur bonne regardait de l'autre côté. Si on ne vient pas les réclamer dans la semaine, ils sont expédiés très loin, au pays de l'imaginaire, pour couvrir les frais. Je suis leur capitaine. Comme ce doit être amusant. Oui, dit Peter avec finesse, mais nous nous sentons un peu seuls. Nous manquons de compagnie féminine. Comment? Il n'y a que des garçons. Les filles sont bien trop intelligentes pour tomber de leur landau. Cette explication chatouilla délicieusement l'amour-propre de Wendy. Tu parles très gentiment des filles, dit-elle. John n'a que de mépris pour nous. Pour toute réponse, Peter se leva et d'un coup de pied chassa du lit John, les couvertures et tout le reste, d'un seul coup de pied. Wendy trouva ce geste plutôt cavalier, s'agissant d'une première rencontre, et lui fit remarquer avec humeur qu'il n'était pas le capitaine dans sa maison. Mais John continua à dormir si paisiblement sur le parquet qu'il permit à Peter de rester. D'ailleurs, l'intention était bonne, reconnut-elle. Aussi je t'autorise à me donner un baiser. Elle avait oublié qu'il ignorait ce que c'était. Je savais bien que tu voudrais le reprendre, dit-il, avec amertume, en lui tendant le dé. Oh non, dit la bonne Wendy. Je ne voulais pas dire un baiser, mais un dé. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est amusant, dit gravement Peter. À mon tour de donner un dé. Peter déposa un dé sur sa joue, mais au même moment, elle poussa un cri. Qu'y a-t-il? On dirait que quelqu'un me tire les cheveux. Ce doit être Clo. Je ne l'ai jamais vue aussi méchante que cette nuit. Clochette avait repris sa danse désordonnée et proférait 1000 impertinences. Elle dit qu'elle te tirera les cheveux chaque fois que je te donnerai un dé, traduisit-il. Pourquoi donc? Pourquoi, Clo? Espèce d'imbécile, répliqua Clochette.
son perdu n'en connaît non plus. C'est vraiment malheureux, observa Wendy. Sais-tu pourquoi les hirondelles font leur nid sous les toits? C'est pour écouter les histoires. L'autre fois, ta maman en a raconté une si jolie, Wendy. Laquelle? Celle du prince qui cherchait la demoiselle à la pantoufle de verre. Cendrillon, fit Wendy enthousiaste. Eh bien, il a fini par la trouver, et tous deux se marièrent et vécurent heureux. Où vas-tu? S'écria Wendy. Le dire aux autres. N'y va pas, Peter, supplia-t-elle. Je connais tellement d'histoires. Ce fut ses propres paroles, impossible de le nier. Ce fut elle qui le tenta la première. Il revint sur ses pas, avec dans les yeux une lueur gourmande qui aurait dû la mettre sur ses gardes, mais qui ne le fit pas. Oh, toutes les histoires que je pourrais raconter aux garçons, s'écria-t-elle. Peter la saisit par le bras et la tira vers la fenêtre. Lâche-moi, se défendit-elle. Wendy, viens avec moi, je t'en prie, tu nous raconteras des histoires. Cette demande lui fit plaisir, pourtant elle répondit. Hélas, je ne peux pas, pensa maman, et puis je ne sais pas voler. Je t'apprendrai, comme ce serait formidable. Je t'apprendrai à voler sur le dos du vent, et après tu t'envoleras. Oh, dit-elle avec ravissement, et au lieu de dormir dans ce lit stupide, tu pourras voler avec moi, et monter dire des plaisanteries aux étoiles. Oh, et puis tu verras les sirènes avec une queue de poisson, une queue splendide. Oh, cria Wendy, voir une sirène. Wendy, ajouta Peter, de plus en plus roué, si tu savais comme nous te respecterons. Wendy se tortilla de désespoir, comme si elle savait tous ses efforts pour se tenir au plancher de la chambre. Wendy souffla le jeune démon sans pitié. Tu nous porteras dans notre lit. Oh, personne ne nous a jamais portés dans notre lit. Oh, Wendy tendit les bras, et tu rebriseras nos habits. Tu nous feras des poches. Encore d'entre nous n'a de poche. Aucun d'entre nous n'a de poche. Comment résister? C'est trop merveilleux, s'écria-t-elle. Peter, apprendrais-tu à voler à John et à Michael? Si tu es tien, dit Peter avec indifférence. Wendy courut secouer ses frères. Réveillez-vous, Peter Pan est là, il va nous apprendre à voler. John se frotta les yeux. Alors je me lève, dit-il, mais il était déjà sur le plancher. Salut. Michael lui aussi était debout, l'air plus tranchant qu'un couteau à scie lame. Mais Peter leur fit un soudain signe de se taire. Leur visage prit l'expression pleine de malice des enfants qui guettent le bruit provenant du monde des adultes. Mais on n'entendait rien, tout allait bien. Non, stop, tout allait mal. Nana, qui n'avait cessé d'aboyer désespérément toute la soirée, se taisait maintenant. C'est son silence qu'on entendait. La lumière, cache-toi vite, commanda John pour la première et la dernière fois de cette aventure. Lorsque Lisa entra avec Nana, la chambre avait son brave air de tous les jours, ou plutôt de toutes les nuits. Vous auriez juré entendre dans le noir s'élever le souffle angélique de trois petits dormeurs. Avec quelque science, ils respiraient doucement derrière les rideaux. Lisa était de mauvaise humeur à cause de Nana, qui l'avait interrompue dans sa préparation des puddings de Noël. L'inquiétude absurde de la chienne l'avait attirée hors de la cuisine. Elle avait encore un raisin sec collé sur la joue. Le seul moyen de calmer Nana, pensa-t-elle, était de l'amener un moment dans la chambre des enfants, mais sous sa garde naturellement. Toi et tes soupçons ridicules, lui dit-elle, pas fâchée que Nana fût tombée en disgrâce. Tu vois bien que
Tout est tranquille, les petits anges dorment paisiblement et écoute-les respirer gentiment. Encouragé par son succès, Michael se mit à souffler comme un bœuf, ce qui faillit les trahir. Nana n'était pas dupe de ce genre de respiration artificielle et se débattit pour échapper à Lisa. Mais la servante avait l'esprit obtus. « Ça suffit, Nana, gronda-t-elle sévèrement en la poussant hors de la chambre. Je te préviens, si tu recommences à aboyer, je cours chercher monsieur et madame, et je les ramène à la maison. Alors gare à la raclée, ma vieille. » Elle remit la pauvre chienne à la chaîne, mais Nana ne cessa pas d'aboyer pour autant. Ramener monsieur et madame à la maison, c'est justement ce qu'elle voulait. Qu'importe la raclée, pourvu que ses protégés fussent sauvés. Hélas, Lisa retourna à ses puddings, et Nana, en désespoir de cause, se mit à tirer sur sa chaîne, à tirer, tant qu'à la fin, elle se rompit. L'instant d'après, la chienne faisait éruption dans la salle à manger du numéro 27 et levait les pattes au ciel, avec une expression tragique, facile à interpréter. Monsieur et madame Darling comprirent immédiatement qu'il se passait une chose terrible dans la chambre des enfants et se précipitèrent dans la rue sans même prendre congé de leur hôte. Mais 10 minutes déjà s'étaient écoulées depuis que les petits garnements avaient joué leur comédie derrière les rideaux. Tout ce que peut faire Peter en 10 minutes. Revenons donc sans tarder à la chambre à coucher. L'alerte est passée, dit John, en sortant de sa cachette. Alors, Peter, sais-tu vraiment voler? Préférant une démonstration des explications ennuyeuses, Peter fit en volant le tour de la pièce, balayant au passage le dessus de la cheminée. Épatant, applaudirent John et Michael et Michael. Délicieux, cria Wendy. Oui, je suis épatant. Oui, je suis délicieux, dit Peter, retombant dans son travers. Cela sembla merveilleusement facile. Ils essayèrent d'abord à partir du sol, puis de leur lit, mais au lieu de s'élever, ils plongeaient. « Comment fais-tu à la fin ?» demanda John en se frottant les genoux. C'était un garçon réaliste et pratique. « Vous n'avez qu'à penser à des choses merveilleuses, expliqua Peter. Elles vous emporteront dans les airs. » Et il refit sa démonstration. « Tu vas trop vite, dit John. Tu ne peux pas le faire une fois au ralenti. » Peter vola une fois vite, une fois lentement. « Ça y est, Wendy, j'ai pigé, » s'écria John, mais l'instant d'après, il dut admettre son erreur. Aucun d'eux ne parvenait à voler d'un pouce, bien que Michael lui-même en fût déjà au mot de 2 syllabes, alors que Peter ignorait tout de A à Z. Évidemment, Peter s'était moqué d'eux. Personne ne peut voler tant qu'on ne l'a pas saupoudré de pollen de fée. Par bonheur, on s'en souvient. Peter en avait encore sur la main, et il en souffla un peu sur chacun d'eux. Les résultats ne se firent pas attendre. « Remuez vos épaules comme ceci, dit Peter, et laissez-vous aller. » Tous trois étaient sur le lit, et le vaillant Michael se laissa aller en premier. Non qu'il en fût l'intention, mais il le fit et traversa l'espace aérien de la chambre. « J'ai volé, » cria-t-il, encore à mi-parcours. John se laissa aller à son tour et rencontra Wendy près de la salle de bain. « Fantastique, sensationnel, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. » Leurs mouvements n'atteignaient pas la grâce du vol de Peter. Leurs pieds ne pouvaient s'empêcher de gigoter, mais leur tête rebondissait doucement contre le plafond, et il n'est pas de sensation plus exquise que celle-là. Au début, Peter donna la main à Wendy, mais il dut y renoncer tellement la Fée-Clos en prenait l'ombrage. Il montait, descendait, tournait, virait. Wendy n'avait qu'un mot à la bouche, divin, et si
les amener. Michael était prêt. Il désirait voir en combien de temps il pourrait courir 1 billion de il parcourait 1 billion de kilomètres. Seule Wendy hésitait encore. Les sirènes, répéta Peter. Oh, et il y a aussi des pirates, cria John en prenant son chapeau du dimanche. Partons tout de suite. À la minute même, Monsieur et Madame Darling sortaient précipitamment du numéro 27. Ils coururent au milieu de la chaussée, afin d'apercevoir la fenêtre de la chambre. Elle était bien fermée, mais la pièce resplendissait de lumière, et ce qui porta leur angoisse à son comble, ce fut la vision de 3 petites ombres en vêtements de nuit, qui se projetaient sur les rideaux, et tournoyaient non pas sur le plancher, mais dans l'air. 3 ombres, non, 4. En tremblant, ils ouvrirent la porte d'entrée. Monsieur Darling allait grimper les escaliers 4 à 4, mais Madame Darling lui fit signe de monter doucement. Son propre cœur, elle s'efforçait de le faire battre doucement. Arriveront-ils à temps à la chambre des enfants? Si oui, tant mieux pour eux, et nous pousserons tous un soupir de soulagement. Mais alors, d'histoire point. En revanche, s'ils arrivent trop tard, je vous promets solennellement que tout s'arrangera pour le mieux à la fin. Ils seraient arrivés à temps sans doute, sans les petites étoiles qui les observaient, et qui rouvrirent rapidement la fenêtre, tandis que la plus petite de toutes avertissait Peter. 22. Peter comprit qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Venez, dit-il, d'un ton impérieux, et il s'élança dans la nuit, suivi de John, de Michael et de Wendy. Monsieur et Madame Darling et Nana se ruèrent dans la chambre. Trop tard, les oiseaux s'étaient envolés. Voilà les amis, j'espère que ce chapitre vous aura plu, qu'il vous aura permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Et nous, on se retrouve dans la prochaine